va rester en Europe parce qu'on passe maintenant la parole au représentant de l'ANR. Donc la France fait partie de l'Europe, souvent on l'oublie. Non, rien à dire. Merci beaucoup. Et merci Paloma, j'étais d'autant plus intéressé que je suis membre du point de contact national pour le défi 6, donc le défi SHS. Côté ANR, on est dans quelque chose d'un peu différent, même si peut-être que l'image qu'ont les gens de l'ANR est peut-être proche de cette image d'un impact sociétal fort. Donc je vais peut-être essayer de déconstruire quelques mythes. Et puis peut-être en remarque liminaire, rappeler que l'ANR est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la Recherche, peu importe sa forme ou son appellation. Donc sans vouloir nous dédouaner, la politique de l'ANR en la matière n'est que le reflet de celle qui est souhaitée par le ministère. Je me suis intéressé à cette question de la médiation en 3 temps. L'ANR et la médiation scientifique dans les principes généraux, la médiation dans la sélection et puis la médiation après la sélection. Du point de vue, premier point, l'ANR et la médiation scientifique, si on analyse la volonté du législateur, et qu'on regarde les 2 décrets constitutifs de l'ANR, en 2006 pour le premier, 2014 pour le second, ils assignent à l'ANR la mission, je cite, de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l'innovation technique et le transfert de technologies ainsi que le partenariat public-privé. Et pour ce faire, elle peut, je cite à nouveau, allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels. Il n'y a donc pas d'impératif qui exclurait la recherche fondamentale du champ de financement et la qualité scientifique est bien érigée en critère principal de sélection. Toutefois, il devient souhaitable que l'ANR tienne compte d'objectifs sociaux, économiques et culturels, ce que critiquent en partie ses détracteurs, les détracteurs de l'ANR. Cette volonté est présente donc dès la création de l'agence et a été réaffirmée en 2014 avec davantage de vigueur sans doute. En effet, en 2014 est l'année qui voit un changement important dans le fonctionnement de la sélection. La dichotomie appel thématique issue d'une programmation assurée par l'ANR sur la base de comités sectoriels et des appels blancs, dits non thématiques, disparaît au profit d'une structuration en défis sociétaux. Celle-ci se cale sur la structure H2020 et n'est que le fruit d'un processus issu des assises de la recherche qui avait plaidé pour l'élaboration d'une stratégie nationale de recherche, la SNR, définie en 2015 dans le document France-Europe 2020. Les défis sociétaux de H2020 se retrouvent peu ou prou dans la SNR et dans la programmation de l'ANR au sein de l'appel à projet générique qui a donc remplacé pour l'essentiel ces appels blancs et thématiques. Subsiste quand même un certain nombre d'appels spécifiques en dehors de cet appel générique. Cette approche en défis sociétaux met davantage l'accent sur la recherche et les scientifiques au service de la société, comme le rappelait Paloma. Néanmoins, aujourd'hui, ces défis constituent non pas une fin en soi, mais plutôt une toile de fond de la programmation, et c'est une évolution récente. On a lors du plan d'action 2018, donc le dernier qui est encore, qui se termine puisque les sélections sont en cours, ces défis ont été supprimés au profit des axes qui étaient le reflet des comités d'évaluation. Mais donc il subsiste les axes, donc les thèmes, on va dire, mais les défis en soi ont été supprimés. Donc c'est peut-être aussi une évolution qui annonce autre chose pour le futur.
Au-delà de la communication des résultats de la recherche au sein de la communauté scientifique elle-même, le scientifique est donc amené à intégrer la notion de diffusion, dissémination, vulgarisation, et de ces résultats, ne serait-ce que pour obtenir aussi l'acceptation du savoir nouveau qu'il apporte, d'autant plus qu'il est financé par la société via les subventions publiques qu'elle lui octroie. Dans un contexte de mesure de l'efficacité des politiques publiques, bon, après on peut s'interroger aussi sur ce constat, est-ce que la recherche est une politique publique à part entière ou doit l'être, etc. Mais aussi sur, par rapport aux critiques formulées par la Cour des comptes en 2011 et 2013 ou l'AERS en 2012 à l'égard de l'ANR, le décret de 2014 a voulu aller plus loin en la matière et a conféré à l'ANR comme nouvelle mission, je cite, d'analyser l'évolution de l'offre de recherche et de mesurer l'impact des financements alloués par l'agence sur la production scientifique nationale. Alors, prise au pied de la lettre, cette nouvelle mission peut être vue dans un cadre strictement académique, publication, structuration de communautés, levée de verrous scientifiques, voire socio-économiques, brevets, etc., et de s'interroger plus largement sur la place de la recherche sur projet au sein du dispositif national de financement de la recherche. Une vision plus large, cependant, conduit à penser que la mesure de l'impact doit être étendue à l'impact sociétal, au-delà de ce qui relève d'un impact donc, purement scientifique. Donc, en cela, on rejoint un peu aussi quand même la position européenne. Comment se traduit cette question de la médiation scientifique dans la sélection des projets? En fait, au vu de la formulation donc, de ces missions dont j'ai parlé, la prise en compte des objectifs socio-économiques et culturels a d'emblée été intégrée dans l'évaluation. Dès 2006, cela s'est traduit dans les critères et les grilles d'évaluation. On retrouve par exemple en 2006 le critère retombée potentielle du projet sur le plan social, économique, éthique, environnemental, santé publique et procédure de valorisation. Et c'était un critère parmi d'autres. L'appel à projet générique consacre également l'impact et les retombées du projet comme l'un des trois principaux critères d'évaluation et s'aligne sur le triptyque de l'évaluation européenne que Paloma vient de nous présenter, qualité scientifique, implémentation et impact. Le plan d'action a même justement resserré et pris ces trois critères principaux avec des sous-critères, mais ce qui fait remonter comme critères phares ces trois critères principaux. On entend par impact, et là je cite les documents que vous pouvez trouver dans le plan d'action, impact, la rubrique impact et retombées du projet, décrire dans quel domaine scientifique, économique, social ou culturel les résultats du projet peuvent avoir un impact, décrire en quoi les attendus de projet répondent aux enjeux de recherche inscrits au plan d'action de l'ANR, décrire la stratégie de diffusion et ou de valorisation envisagée, et ce, dès la pré-proposition. Précisons néanmoins que depuis 2018, la note concernant la qualité scientifique est devenue discriminante. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous ayez à ce premier point qualité scientifique, tant au niveau de la pré-proposition qu'au niveau de la proposition détaillée, pour soit passer en deuxième étape, soit être financé. Donc on reste quand même dans où on réaffirme, je veux dire, cette prédominance de la qualité scientifique sur les autres critères. Dans la conception de l'ANR, et comme chez nombre de ses homologues continentaux, l'impact demeure quelque peu secondaire par rapport à cette qualité scientifique, ce qui peut être parfois délicat dans les appels à projets impliquant des agences plus anglo-saxonnes, entre guillemets. Je pense surtout au Royaume-Uni, mais aussi peut-être aux Pays-Bas, où ce critère, je pense que vous en parlerez tout à l'heure, est beaucoup plus déterminant et les pratiques sont beaucoup plus avancées. Donc, les porteurs de projets français doivent en gros s'aligner s'il y a des évaluateurs de ces pays-là au risque de
ne pas être sélectionnés. Dans la pratique aussi, la qualité scientifique est toujours l'élément déterminant. Là, je vous parle de mon expérience personnelle des comités auxquels j'ai assisté. L'impact et la diffusion sont plutôt des éléments qui peuvent faire la différence à qualité scientifique égale. Rappelons peut-être aussi que l'évaluation des propositions est assurée par les pairs, et donc ce sont eux qui, en dernier ressort, déterminent finalement le poids qu'il convient de donner à l'impact et aux retombées. Bien sûr, il y a le cadre de l'ANR, mais au final, les discussions, elles se font à l'intérieur du comité, qui peut tout à fait privilégier lui aussi ce critère de la qualité scientifique. L'ANR ne préconise pas de format particulier de médiation, voire d'impact. Le domaine scientifique, la discipline, voire le sujet à diffuser, gouverne le mode de diffusion autant que le public visé. Et ici se côtoient encore des modes de diffusion académiques très classiques et des modes plus novateurs, expositions, documentaires, pièces de théâtre, sans parler bien sûr du traditionnel site internet ou blog, carnet de recherche, hypothèse. Donc contrairement aux appels H2020, il n'y a pas de prescription particulière d'un ou plusieurs éléments d'impact attendus qui sont bien décrits dans H2020, appel par appel. La médiation après la sélection. Y a-t-il un impact de la médiation ou voire de l'impact sur la programmation ? Je dirais plutôt non, même si sur l'impact, ça pourrait se discuter. Ce sont davantage les grandes questions de société, les préoccupations ou les peurs du quotidien, les interrogations des concitoyens, la santé, l'environnement, les politiques publiques, les sommets mondiaux, les groupes de lobbying, les alertes, les ONG, qui peuvent produire un effet sur la programmation. Et bien sûr, au premier titre, la tutelle, donc le ministère. Dans ce cas, l'urgence, dans un cas d'urgence ou d'importance d'un problème, l'ANR peut prioriser son action sous une pression médiatique répercutée par la tutelle. Ça a été le cas par des programmations dites flash sur la crise migratoire avec un programme Flash Asile en 2015, une sélection plus rapide, plus resserrée. Ça a été le cas sur un Flash Ouragan, un appel Flash Haïti également par le passé. Le chercheur lui-même subit cette pression et impose aussi la prise en compte de cette demande sociale dans la programmation, puisque les chercheurs participent aussi à cette programmation. Comment l'ANR participe-t-elle aux actions de médiation des projets qu'elle finance ? En fait, l'ANR, depuis ses origines, a largement participé à la diffusion des résultats des projets financés, ne serait-ce que dans un objectif de communication propre. Pour autant, cela reste encore assez classique. Tous les projets financés qui font l'objet d'une page web sur le site public de l'ANR, la rubrique suivi bilan, on est ici comme Cordis à peu près pour H2020, avec les principales informations sur les projets, résumés, résultats, partenaires, montant de l'aide, etc. Cette page demeure le moyen de diffusion le plus simple, mais aussi le plus large. Plus ponctuellement, le service de la communication, en lien avec les départements scientifiques et les porteurs de projets, relaie des actualités et des actions de diffusion initiées par les projets, colloques, conférences, distinction d'un chercheur en particulier ou d'un projet, actualité remarquable, via son site et désormais aussi les réseaux sociaux. Par une sélection de projets et de leurs résultats, par ailleurs, une sélection de projets et leurs résultats sont également diffusés dans des rapports, comme le rapport annuel, très institutionnel évidemment, mais qui quand même participe aussi à la diffusion assez large, ou des cahiers qui sont parfois le fruit de colloques thématiques, comme des colloques bilans, notamment dans le cadre de la programmation passée. Ce fut par exemple le cas en SHS du colloque Les enjeux du développement des pays du Sud, de la recherche aux politiques
issus des 2 programmes Sud du département SHS, organisés conjointement par l'ANR et le ministère des Affaires étrangères en janvier 2015 et publiés sous forme d'un numéro hors série de la revue Tiers-Monde. Autre exemple, depuis 2014, l'ANR organise conjointement avec le Festival d'Avignon les rencontres recherche et création, journées pendant lesquelles les artistes et les scientifiques dialoguent sur des thèmes communs comme corps en scène, mise en intrigue, violence et passion, désordre du monde, et font se rapprocher la question de la création, dans le cadre de cette question, scientifique et artiste. Elles permettent évidemment de diffuser plus largement les résultats des projets financés par l'ANR. Et plus globalement, l'ANR encourage par la diffusion par le biais de la valorisation pédagogique des résultats, allant des cours académiques jusqu'aux conférences dans les universités populaires, fêtes de la science et autres. Y a-t-il une évaluation de cette médiation ? Pour l'instant, non, elle n'est pas vraiment évaluée. D'ailleurs, l'évaluation des projets qu'elle finance de façon globale n'est pas vraiment une mission de l'ANR. C'est fait plus ou moins dans le cadre du suivi bilan, mais c'est toujours une activité qui a été un peu débattue au sein de l'agence, contrairement peut-être à d'autres agences en Europe. Elle n'est qu'indirecte via l'étude d'impact des projets. Et cette étude n'est encore qu'à ses balbutiements. Et il faudra, notamment à SHS en particulier, élaborer des indicateurs capables de restituer les impacts sociaux, économiques et culturels. On est tous face au même problème sur ce genre de questions, je dirais. Les documents de médiation, les rapports ou notamment les rapports que les porteurs de projets nous font, qui sont produits dans le cadre des projets financés, restent internes à l'agence et assez confidentiels, hormis ceux que le porteur a choisi de diffuser lui-même, alors via les résumés, les cahiers spéciaux, etc. Ou alors certains porteurs qui choisissent de diffuser leurs propres rapports sur des plateformes telles que HAL, mais d'autres préfèrent garder la confidentialité. Même en SHS, ça peut arriver en dehors des questions de brevets qu'on peut imaginer pour les sciences dures. Certains chercheurs en SHS cochent cette case de la confidentialité. La mise en place d'une politique de sciences ouvertes, open data, open access, imposée par la loi pour une république numérique, fera, à n'en pas douter, faire un grand pas vers la médiation des résultats, bien que certains s'en émeuvent et y voient un nouvel instrument d'évaluation. La numérisation d'une partie de la recherche a déjà fait bouger les lignes en la matière par la mise en ligne de bases de données, de systèmes d'information géographique ou de sites ouverts. On pense notamment à tous les projets des programmes Corpus qui ont été financés et qui donnent un large accès à des archives, par exemple, ou d'autres études ou données statistiques. Pour conclure, je dirais que la distinction recherche fondamentale, recherche appliquée existe toujours à la fois dans l'esprit du chercheur et dans celui du politique qui finance la recherche, comme dans celui du public utilisateur. Néanmoins, la médiation doit permettre de montrer que cette distinction est artificielle et qu'il existe en fait un continuum allant du fondamental à l'appliqué, continuum complété par une boucle de rétroaction, si on veut utiliser les termes des sciences dures. Aucun système de recherche en fait ne peut se revendiquer d'une catégorie ou d'une autre. Comme déjà évoqué, le scientifique ne peut rester dans sa tour d'ivoire. Là, on rejoint la position européenne. L'acquisition de connaissances revendiquée par les tenants d'une recherche fondamentale et indépendante et doit
être vue comme une action sociétale qui peut être favorisée par la médiation. Donc du point de vue l'ANR, une médiation réussie est à la fois une médiation qui diffuse la science dans la société et qui rend compte de l'action du financeur. Alors si on veut faire un petit clin d'œil au centre, on peut parler du projet CITREP d'Éric Kerrouche, qui à l'époque avait réussi à faire un colloque avec des parlementaires français et allemands au Bundestag. Donc là, il y a une vraie diffusion auprès des décideurs. Et plus récemment, je voudrais juste évoquer une actualité qu'on a fait circuler d'un projet dont je m'occupe, un projet franco-allemand qui s'appelle Paléo-Coran, sur une base de données numérique sur des fragments coraniques. Et il se trouve qu'une des post-doctorantes du projet a découvert un peu par hasard, dans le cadre d'un catalogue d'une vente de papyrus contenant, de bouts de papyrus sur lesquels sont inscrits des versets du Coran, a vu sur le site web de Christie's des petites ombres qui lui ont fait penser qu'il y avait quelque chose derrière. Et en fait, il s'est agi d'un palimpseste donc avec des écritures coptes, bibliques. On ne sait pas encore exactement quel est le contexte, etc. Néanmoins, elle a filé chez Christie's, qui lui ont laissé voir et regarder de plus près ce papyrus. Christie's n'avait rien vu. Le papyrus qui avait été mis en vente, une première fourchette entre 80 et 100 000 livres, la vente est passée à 600 000 livres après cette découverte. Voilà. Donc c'est aussi ce genre d'événements liés à des projets que l'ANR aussi aime diffuser et incite évidemment les chercheurs à le faire.